Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Libéria, le second tour de l'élection se tiendra le 26 décembre. Une date a enfin été fixée par la commission électorale suite au report de celle-ci en raison d'un recours déposé par le candidat malheureux du premier tour, Charles Bromskin. Le peuple burundais a invité à financer les élections de 2020, une nouvelle injonction de l'État qui provoque la colère de l'OLUCOM, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Et puis, libéralisation des assurances en République démocratique du Congo depuis ce 12 décembre, moyennant un apport en capital minimum de 10 millions de dollars. Les sociétés d'assurance privées peuvent désormais se lancer sur ce marché. Mais tout d'abord, bonne nouvelle pour la force commune G5 Sahel. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont annoncé des contributions financières à hauteur de 100 millions et 30 millions de dollars respectivement. Un financement qui sera d'une grande aide au G5 Sahel qui combat les groupes djihadistes au Mali et dans les pays de la bande sahélo-sahélienne. Au Libéria, la Commission électorale nationale a fixé au 26 décembre le second tour du scrutin présidentiel. Le sénateur Georges Weah fera face au vice-président sortant Joseph Boakai. Le second tour a été retardé par le traitement des recours introduits contre le déroulement du premier tour le 10 octobre 2017. La campagne électorale est officiellement réouverte et prendra fin le 24 décembre. Ibrahima Djoumaba. C'était attendu depuis plusieurs semaines. Au Libéria, la Commission électorale nationale a fixé la date du second tour de l'élection présidentielle au 26 décembre 2017. Lors de ce scrutin, le sénateur Georges Weah sera opposé au vice-président sortant, Joseph Boakai, crédité respectivement de 38,4% et 28,8% des voix au premier tour le 10 octobre 2017. Conformément à l'injonction de la Cour suprême à la Commission électorale, le second tour de l'élection présidentielle 2017 aura lieu le mardi 26 décembre. Nous avons conscience que ce jour arrive juste après Noël et appelons tous les électeurs inscrits à faire ce sacrifice pour l'amour de notre démocratie. Le second tour, initialement prévu le 7 novembre 2017, avait été reporté par la Cour suprême qui avait enjoint la Commission électorale de statuer sur le recours du candidat arrivé troisième au premier tour, Charles Bromskin, avec 9,6% des voix. Finalement, la justice a rejeté par 4 voix contre 1 ces recours le 7 décembre 2017. Il y a déjà une étape de réussie qui consiste à la gestion du contentieux électoral, parce que ce n'était pas gagné. Quand on connaît la fragilité du pays, ce n'était pas évident de pouvoir juguler les tensions autour des revendications. Les solutions préconisées par la Cour suprême ont été acceptées. Il faudrait que le président qui sera élu s'attaque aux vrais problèmes de développement. Après le rejet de la demande d'annulation du premier tour, la Cour suprême avait ordonné à la Commission électorale de réviser les listes électorales, très critiquées. Cette élection présidentielle sera la première transition démocratique au Libéria après la guerre civile qui a pris fin en 2003. Le mandat présidentiel débutera le 3e lundi ouvré de l'année suivant l'élection. Face à la suspension du financement par les bailleurs de fonds internationaux en 2015, le peuple burundais a été invité, ou du moins sommé, à participer au financement de l'élection présidentielle en 2020. Lundi 11 décembre, les ministres burundais de l'Intérieur et des Finances ont présenté une ordonnance commune qui institue une contribution volontaire de la population pour financer les élections de 2020. Une mesure dénoncée par l'opposition burundaise et la société civile, à l'instar de l'OLUCOM, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, qui qualifie cette mesure de vol organisé. Écoutons à ce propos Gabriel Rufiri, le président de l'OLUCOM. Comme c'est une mesure anticonstitutionnelle, nous concertons avec nos avocats pour porter plainte contre cette décision, que ce soit au Burundi ou dans d'autres juridictions compétentes à l'étranger, mais aussi comme la question du Burundi se trouve dans les mains de l'EAC, East African Community, nous sommes en train aussi de rédiger une correspondance à l'endroit du médiateur et du facilitateur pour s'indigner contre cette mesure, mais aussi nous avons déjà commencé à dire à la population que cette mesure est une mesure inconstitutionnelle et par voie de conséquence qu'elle ne peut pas en aucun cas payer son montant.
Dans l'actualité également, la coalition togolaise de l'opposition qui manifeste depuis plusieurs mois contre le président Faure Gnassingbé a boycotté ce mardi 12 décembre les consultations entamées par le gouvernement. L'opposition qui se dit prête pour le dialogue exige que les consultations se déroulent sous la houlette d'une médiation internationale car elle juge le gouvernement inapte à mener à bien cette tâche. Et toujours au Togo, les autorités ont entamé la première phase d'indemnisation et de prise en charge des victimes de violences politiques de 1958 à 2005. Une action qui résulte du processus de réconciliation lancé dans le pays et qui va permettre dans un premier temps d'indemniser 17 victimes. Les précisions dans ce reportage ont aux correspondantes Emefa Kofi. Tour à tour, ils consultent des spécialistes pour une prise en charge psychologique et médicale. Les victimes des violences politiques de 1958 à 2005 se sont donné rendez-vous à Lomé, la capitale togolaise, du 12 au 29 décembre. Au total, 137 victimes qualifiées de vulnérables seront prises en charge sur cette période par le Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Les premières victimes à bénéficier de cette prise en charge sont celles venues des régions des Savanes, Kara et Centrale. La prise en charge psychomédicale est assurée par l'équipe de M-Afrique, une ONG internationale du Togolais Michel Kodom. M-Afrique est chargée du traitement, de la consultation et du traitement. Mais le traitement va aller dans les centres de spécialisation et surtout au CHU, dans les CHU, à Lomé commune et à Hébé pour les prises en charge spécifique. Pour le fait que le chef de l'État a pensé qu'il y a eu quelque chose et il m'a demandé de venir dire pour que je m'apaise, déjà c'est un pas. J'essaierai de pardonner. Je ne sais pas quel sera le montant de ces chèques. S'il est consistant, surtout que ma fille est malade, je dois préparer son avenir. Le programme, tel qu'élaboré par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, a établi le montant à octroyer aux victimes en fonction du préjudice subi, qu'il s'agisse des degrés légers, bas, moyens, graves ou très graves. Pour cette première journée, 17 victimes sur 21 ont répondu à l'appel. Au cours du week-end prochain, on va commencer par amener les victimes de la région des plateaux. Et maintenant, la semaine, à partir du 23, je crois, ou bien en tout cas à partir du 24 jusqu'au 29, chaque groupe de victimes, on lui consacre une semaine. Donc, ça sera le tour des victimes vulnérables de la région maritime. 2 milliards de francs CFA, c'est la subvention accordée par l'État pour la prise en charge des victimes des violences sociopolitiques de 1958 à 2005. Plus de 2475 ont été recensés par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. C'est la fin du monopole de l'État dans le secteur des assurances en République démocratique du Congo. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances a procédé ce mardi 12 décembre à l'ouverture des guichets de demandeurs d'agrément pour les sociétés des assurances qui désirent investir dans le pays. De nouvelles sociétés d'assurance peuvent désormais s'engager dans ce marché moyennant un apport en capital minimum de 10 millions de dollars. Les précisions dans ce reportage de Jacques Mboka. Ouverture ce mardi 12 décembre 2017 des guichets des demandeurs d'agrément pour les sociétés d'assurance en République démocratique du Congo. Lancé par Henri Yave, le ministre congolais des Finances, cette ouverture marque la fin du monopole dans le secteur des assurances tenu pendant plusieurs années par la SONAS, la Société nationale d'assurance. Sous la gestion de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ce secteur est un axe important porteur du développement. Notre principale mission, c'est de travailler pour mettre en place l'ouverture du secteur des assurances. Vous savez que notre pays a un potentiel extrêmement important en termes de services financiers. Et donc les assurances est une également opportunité qui doit intéresser les investisseurs à venir. Donc nous mettons le cadre, nous fixons les conditions, ce que nous venons de faire aujourd'hui, pour permettre à ces acteurs de venir sur notre marché et de s'assurer qu'ils seront sur un marché qui est stable, qui est bien coordonné et qui est bien réglementé. C'est depuis juillet 2015 que la loi sur la libéralisation du secteur de l'assurance a été promulguée par le chef de l'État. Ces investisseurs, en majorité étrangers, se sont déjà manifestés pour ces marchés prometteurs qui peut aussi miser, entre autres, sur une population estimée à plus de 80 millions d'habitants. Une chose, c'est que le secteur de la régulation des assurances, contrôle et assurance,
il vient de naître d'abord l'autorité de régulation avant les opérateurs. C'est une chance inouïe parce que quand la régulation vient après les opérateurs, elle ne parvient jamais à s'élever au-dessus des opérateurs. Ici, vous avez une institution qui naît, qui fixe les règles du jeu, et c'est elle qui va donner cette institution aux différents opérateurs les tempos du travail. 4 conditions préalables doivent être remplies pour les investisseurs qui s'intéressent au secteur des assurances en République démocratique du Congo. Il s'agit d'être une société anonyme, avoir un capital minimum de 10 millions de dollars, avoir son siège basé au pays et être demandeur pour l'assurance vie et non-vie. Cependant, vu les bilans chaotiques de la SONAS dû, selon certains analystes, au manque d'accompagnement de la part de l'État, le succès de cette ouverture reposerait entre autres sur la dotation par l'État de tous les instruments pouvant permettre aux régulateurs de disposer des moyens d'assurer sa politique. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.